je vais vous parler donc de quelques enjeux éthiques, du moins ceux que je considère comme peut-être les principaux, mais il y en a beaucoup, en relation avec les techniques d'assistance médicale à la procréation. Est-ce que procréer, c'est un droit universel de tout être humain? Eh bien, le Parlement européen, dans une de ses résolutions du 21 février 2008, donc il y a maintenant plus de 5 ans, a répondu par l'affirmative en disant clairement que l'infertilité était de nature médicale. Alors, il renvoie à l'OMS pour ce qui est de la définition de la nature médicale, mais enfin, en d'autres termes, l'AMP, c'est bien une technique qui a sa place dans le domaine de la santé. Et également, les États membres doivent assurer le droit des couples à un accès universel au traitement d'infertilité. Bon, ça fait partie des résolutions de la communauté européenne. On pourra en discuter, mais ce n'est pas tout à fait le cas encore actuellement, simplement pour l'Europe. Alors, l'assistance médicale à la procréation, quelques mots très rapides pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec ce vocable. Elle a été définie clairement dans une loi dite de bioéthique, c'est intéressant d'ailleurs le mot sémantique de bioéthique, hein, du 29 juillet 1994, cette loi qui a été révisée 10 ans plus tard, et de nouveau 7 ans plus tard, puisqu'on en est actuellement à celle du 7 juillet 2011, et on n'a pas fini, parce qu'il est question de reviser encore cette loi sur certains points, en particulier avec les lois sur la famille en 2014. Donc pour faire simple, elle concerne les pratiques d'insémination artificielle, de fécondation in vitro, y compris toutes les techniques dérivées. Je ne vais pas rentrer ici dans des détails techniques, disons, mais qui ont des incidences sur le plan éthique, en particulier le fait qu'on peut maintenant congeler des embryons. Puis l'ICSI, c'est une technique particulière de fécondation in vitro qui permet de prendre en charge des infertilités masculines considérées avant comme incurables et jusqu'à pratiquement la zoospermie. Bien entendu, cette technique d'AMP est le plus souvent réalisée statistiquement avec les gamètes du couple, ce qu'on appelle l'AMP intraconjugal, mais quand le contexte médical l'impose, eh bien, elle peut faire intervenir un don de gamètes. Et quand on parle de don de gamètes, c'est historiquement d'abord don spermatozoïde. Les sécos, Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, ont fêté leurs 40 ans d'existence au mois de septembre dernier. Et plus récemment, don d'ovocytes ou d'ovules, et encore plus récemment, don d'embryons. Alors, ce sont des chiffres importants, puisque l'AMP, je vous donne les derniers chiffres disponibles de 2011, l'AMP, c'est 55 000 cycles d'insémination artificielle, 60 000 cycles de fécondation in vitro, toutes techniques confondues, et 20 000 cycles de transfert d'embryons congelés. Et toutes ces techniques ont abouti en 2011 à un total de 23 100 enfants, pour être précis, nés en France, ce qui revient à, on approche les 3% des naissances. Donc, bien entendu, ça reste marginal, 97% des naissances sont encore issues d'une fécondation dite naturelle, mais ce n'est plus anecdotique, comme peut l'être, par exemple, les grossesses issues après autogreffe de fragments ovariens, où là il y a 30 grossesses de par le monde. Donc cette loi de bioéthique, qui a été révisée, elle va fixer le cadre général des activités d'AMP. L'accès des couples est soumis à des conditions strictes d'ordre médical, mais aussi social. Alors j'y reviendrai, il s'agit d'un couple hétérosexuel, on est toujours dans la loi actuelle. Vivant, marié, la seule différence c'est que maintenant, par rapport à la loi initiale, le couple n'a plus l'obligation de faire état de 2 ans de vie commune s'ils ne sont pas mariés. Et bien sûr, le couple doit être stérile, ça semble évident, une stérilité vérifiée médicalement, et en âge de procréer. On va voir que cette notion d'âge de procréer peut poser aussi des questionnements éthiques. Alors, cette loi, elle va conférer à l'équipe pluridisciplinaire, parce qu'on travaille en équipe, bien entendu, la responsabilité d'apprécier l'intérêt de l'enfant à naître. Et simplement, cette notion d'intérêt d'enfant à naître, c'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que un enfant qui n'est pas encore né, comment projeter son avenir, comment en même temps, j'allais dire, s'ériger en juge d'un intérêt d'un enfant à naître, en opposition parfois
au principe, un des principes éthiques qui est bien connu, celui de l'autonomie. L'autonomie en l'occurrence des patients, des couples demandeurs. Mais ici, il s'agit de créer un enfant et de concevoir un enfant, et c'est là que parfois les principes éthiques peuvent rentrer en conflit. Et bien sûr, cette décision peut être parfois rendue très difficile dans un certain nombre de situations que je n'ai pas le temps de décrire ici, mais un contexte socio-familial problématique, par exemple, situation de handicap, avec bien sûr une grosse empathie pour des couples qui présentent un handicap, mais jusqu'à quel niveau on peut considérer qu'un couple fortement handicapé, ou l'un des deux membres du couple, parfois les deux sont fortement handicapés, sont en capacité d'élever un enfant dans des conditions qu'on va dire satisfaisantes. C'est très difficile quand on ne veut pas non plus tomber dans l'eugénisme, bien entendu. Alors, ce problème des limites, il nous a toujours justement interrogé. Les imprécisions de la loi sont là. Elle a beau être très très complète, cette loi, sur certains points, elle est restée, on peut dire, imprécise et peut-être volontairement. L'un des exemples, c'est le couple doit être en âge de procréer. Alors, comment est-ce qu'on va fixer les limites concernant l'âge de l'homme? C'est un gros problème, parce que médicalement parlant, un homme peut, en théorie, et c'est vérifié, être fertile jusqu'à un âge très avancé, voire jusqu'à sa mort. Alors, est-ce que donc on peut dire, pour l'âge de l'homme, il n'y a pas de limite, puisque physiologiquement, il est capable de concevoir sans limite d'âge. Mais est-ce qu'un enfant qui serait conçu avec un père fort âgé, quelle est la limite? Disons, pour faire simple, au-delà de 60 ans, ou au-delà de 70 ans peut-être, est-ce que c'est éthiquement très, très, très correct? Et là, on a des grosses discussions, toujours en revenant au principe d'autonomie. Et ce ne sont pas nos parlementaires, voire nos sénateurs, voire les membres du conseil d'administration, du conseil d'orientation de l'agence de biomédecine qui nous renseignent, parce que personne n'est d'accord. Les mauvaises langues disent que c'est très âge dépendant de ceux qui en discutent, bien entendu. Et des hommes, j'entends. Et puis, l'âge de la femme, il apparaît plus facile, parce qu'on se dit, bon, la femme, tout le monde sait qu'on peut mettre une limite qui varie selon les obstétriciens, entre 45 et 50 ans pour l'âge de procréer, mais enfin, tout le monde admet qu'au-delà de 50 ans en particulier, il n'y a plus d'âge physiologique de procréer. Mais avec le don d'ovocytes, tout devient possible, parce qu'il suffit de donner un ovocyte d'une femme jeune, et on peut ainsi procréer bien au-delà de l'âge classique de la ménopause. Alors, comme toujours, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, ce sont des histoires de chasse, mais je n'ai pas pu m'empêcher de récupérer une diapo que m'avait donnée mon collègue Pierre Joannet. En 2011, le défi de l'année. Un couple veut avoir un enfant alors que madame est âgée de 94 ans. Là, on va dire, quand même, c'est un extrême. Mais c'est pour vous dire qu'une femme de 60 ans peut tout à fait, avec un don d'ovocytes, physiologiquement, parce que sa muqueuse utérine est apte, sous un traitement hormonal substitutif, à débuter une grossesse et à la porter à terme, avec des risques. Mais c'est possible. Est-ce que c'est normal? Et vous voyez qu'aux États-Unis, ça c'est deux courbes qui sont intéressantes. Elles montrent que c'est le taux de succès aux États-Unis, succès élevé, en fonction de l'âge. Et vous voyez qu'il y a un taux de succès très constant selon l'âge quand il s'agit d'un don d'ovocytes. Et bien sûr, la fertilité, elle diminue dramatiquement, d'une manière régulière, mais souvent, on considère que là, c'est pas très net, mais il y a un décrochage à partir de 37-38 ans. Et ça, c'est le nombre de cycles de FIV avec don d'ovocytes en fonction de l'âge. Alors, bien sûr, au début, ce sont des vraies ménopauses précoces, très rares, puis après, ça augmente fortement, bientôt. Et là, il y a, à la limite, pas de limite. On pourrait aller plus loin. Et vous voyez qu'aux États-Unis, c'est quand même important, 12% des cycles de FIV se font avec don d'ovocytes. C'est beaucoup plus qu'en France, bien évidemment. Les limites d'ordre social. Pour le moment, au jour actuellement, la loi est encore claire. Il s'agit d'un couple que j'ai qualifié de traditionnel, c'est-à-dire biparental hétérosexuel. Mais on discute bien sûr, vous le savez, ça n'a pu échapper à personne, de l'extension possible des conditions d'accession à l'AMP. Famille monoparentale, on pense souvent à la femme, mais pourquoi pas un homme, sauf qu'un homme, il faut une gestante, une femme gestante, et on peut dire qu'un homme ou une femme isolée sont en France autorisés à adopter. Pourquoi une femme, pour faire plus simple, parce que c'est plus simple que chez l'homme, ne serait pas autorisée
à bénéficier d'une AMP. Couple homosexuel, alors bien sûr c'est la grosse question actuellement. L'AMP, il faut le savoir, est possible en Belgique, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada bien entendu, mais donc en Europe, à nos frontières, l'AMP est possible. Et il est vrai que la question ici, c'est une question générale, hein, c'est que la démarche éthique, il faut toujours tenir compte de ces différents acteurs, les parents bien sûr, mais l'enfant à naître, le tiers d'honneur quand il s'agit d'une AMP avec tiers d'honneur, et puis la société en général qui a bien sûr son mot à dire, à la fois sur le plan de la réflexion et aussi même sur le plan économique, parce que ça a quand même, toutes ces techniques ont quand même un coût. Et bien sûr, par rapport à l'Europe, il y a toujours la question de se dire est-ce qu'on ne va pas favoriser ce qu'on a appelé le tourisme procréatif. C'est un joli terme imagé qui veut dire que les femmes et les hommes qui désirent un enfant dans certaines circonstances, eh bien, si elles ne peuvent pas l'avoir en France, elles iront en Espagne par exemple, ou en Belgique, ou en Grande-Bretagne, voire dans des pays plus exotiques pour ce qui concerne le don d'ovocytes. Et pour vous donner montrer simplement une carte, ici sur un point, l'accès des femmes seules et des femmes de même sexe, donc là on est tout à fait dans ce débat actuel, à l'AMP. Eh bien vous voyez que en France c'est interdit, mais qu'en Suisse aussi, en Allemagne également, en Italie aussi, alors que c'était possible avant un durcissement net de la loi, mais vous voyez que c'est tout à fait possible en Espagne, en Angleterre, en Belgique et en Hollande. Donc des pays qui sont limitrophes pratiquement par rapport aux frontières françaises. Et puis aux États-Unis et au Canada, comme je vous l'ai dit, bien entendu, mais là tout peut se faire pratiquement. Alors le mariage pour tous, pour quelques réflexions très simples, très évidentes. Et ce qui doit impliquer un droit à l'adoption des couples homosexuels, c'est la loi actuelle. La loi votée cette année donne ce droit à l'adoption. Mais est-ce que, à partir du moment où il y a un droit à l'adoption, on doit étendre cela à un droit à l'AMP des couples homosexuels? Faut-il, au nom d'une absence d'équité possible, niveler la situation entre couples gays et couples lesbiennes? Il ne faut pas oublier que pour les couples gays, la nécessité d'un recours à une mère porteuse, à la gestation pour autrui, s'impose. Et donc, cette GPA, pour le moment, en France, est interdite. Alors, la GPA, on va en parler beaucoup cet après-midi, donc je vais être très rapide. Très rapide, c'est vrai que c'est une question que j'ai trouvée très intéressante sur le plan éthique parce qu'elle implique effectivement différents acteurs et selon la position dans laquelle on se place, eh bien, selon l'acteur qu'on va privilégier, on peut avoir des attitudes différentes. C'est vrai que cette gestation pour autrui, pour moi, elle questionne vraiment le concept de la parentalité. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être parent? Dans un contexte de ce type, dans la gestation pour autrui, le couple, certes, aura un enfant génétiquement issu des gamètes du couple, c'est indiscutable, mais un enfant qui n'aura pas été porté par la mère qui est la mère biologique. Et au fond, qu'est-ce qui fait la parentalité? Donc elle est interdite par la loi, je vais très vite, hein. La justice a été embarrassée, on l'a vu. Les arguments, il y a des arguments pour, essentiellement au nom de l'empathie et de la compassion, plutôt de la compassion d'ailleurs, parce qu'effectivement il y a des situations dramatiques, je pense que M. Nizan, s'il peut venir, en parlera, et que si cette GPA, qui est interdite en France, a été effectuée dans d'autres pays, eh bien, les enfants, et pour le moment on est dans une situation un petit peu aberrante, encore que l'ordonnance Taubira du début de l'année doit normalement remédier, mais je ne connais pas assez bien les termes de cette ordonnance. En tout cas, il n'est pas, du point de vue des enfants, il n'est pas normal de faire porter à ces enfants le poids d'une, on va dire, faute entre guillemets parentale au sens de la loi, dans la mesure où ils sont mis hors la loi. Ces enfants, il faut bien qu'ils aient une reconnaissance légale. Et pour le moment, ils n'en ont pas. Et c'est un vrai problème. Mais il y a des arguments contre, avec des risques de dérive importants. Alors, tous ces risques, ils ne sont pas que théoriques. Ils ont tous été vérifiés. Rejet en cas de malformation découverte à la naissance ou en cours de grossesse par l'échographie. Bah, évidemment, le couple, un exemple, ça s'est fait aux États-Unis. Le couple commanditaire, si j'ose dire, dit nous... puisqu'il y a une anomalie à l'écho, on ne veut pas que cet enfant, on ne veut pas de la naissance de cet enfant, donc demande à la mère gestante d'avorter, qui refuse pour des questions idéologiques. Et à la naissance, qu'est-ce qui se passe?
Puis il y a un aspect commercial de la procédure qui quand même existe. À la fois, surtout maintenant hors nos frontières, on sait qu'en Inde c'est une véritable industrie. Alors les gynécologues qui s'en occupent disent mais nous on permet à des femmes très pauvres d'avoir une meilleure vie sociale et d'élever leurs enfants, leurs propres enfants. Voilà, toute une question complexe, compliquée, mais c'est quand même pas très satisfaisant sur le plan éthique, bien sûr. Puis je ne parle pas du reste, la création de liens affectifs, l'instrumentalisation du corps de la femme, comme l'a beaucoup dit, entre autres Isabelle Agazinski, disant mais la femme n'est pas on a même parlé du utérus sur pied. Bon, ce qui est une image, mais c'est ce qu'elle veut dire. Le corps humain n'est pas morcelable et on ne peut pas louer ou prêter un de ses organes. Alors, je balaye différentes sans transition parce que les situations, bien sûr, sont toutes relatives à l'AMP, mais sont distinctes. La congélation, la cryoconservation embryonnaire pose des problèmes. Cette cryoconservation, elle est, on va dire jusqu'à présent, indissociable de l'activité d'AMP. On a des embryons surnuméraires, on fabrique plus d'embryons qu'on peut en transférer chez la femme. Bien sûr, on en transférera 1 ou 2 au maximum. Sinon, c'est la porte ouverte aux grossesses multiples de haut rang et à risque. Et bien sûr, on a des embryons en général surnuméraires. Ils ne peuvent pas tous être congelés pour des raisons purement biologiques, embryologiques, mais certains peuvent l'être. Et c'est intéressant pour le couple parce qu'ils peuvent normalement avoir une deuxième chance si la grossesse n'apparaît pas à partir du transfert des embryons frais. Mais quand c'est le cas, ou pour d'autres raisons, mais souvent quand c'est le cas, et que le couple finalement ne veut plus du transfert de ces embryons, on dit que le projet parental est stoppé pour ces embryons. Ces embryons ne font plus l'objet d'un projet parental. Alors quoi en faire? Le plus simple, c'est les détruire, bien sûr. On peut les donner à un couple stérile. Je ne tendrai pas là-dessus, parce que c'est finalement une procédure à laquelle peu de couples se résolvent. Et puis on peut les donner à la recherche. Et là, il y a eu toute une discussion aussi sur la recherche, à partir du moins de l'embryon humain. Alors, jusqu'à une époque extrêmement récente, la recherche sur l'embryon, qui pouvait concerner une recherche purement sur l'embryon lui-même ou l'embryon en tant que réserve et source potentielle de cellules souches, eh bien, cette recherche sur l'embryon, jusqu'à présent, était interdite, mais avec une mesure dérogatoire qui faisait qu'à partir du moment où l'équipe faisait une demande d'autorisation de recherche sur l'embryon à l'Agence de la biomédecine, il y avait un examen très rigoureux de ces protocoles par un comité d'experts, une validation par le comité d'orientation de l'agence, qui est une sorte de conseil d'éthique, et à titre dérogatoire, la recherche pouvait être autorisée. Maintenant, depuis quelques mois, elle est de fait autorisée, mais on peut se rassurer quand même, avec les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il faudra toujours, ce n'est pas de facto qu'une recherche sur l'embryon pourra se faire, il y a toujours l'examen, le dépôt du protocole devant l'agence avec un examen par des experts, et au fond ça ne change pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça a été une occasion de réfléchir un peu sur, au fond, ce qu'on peut appeler le statut de l'embryon. Alors bon, je précisais donc c'était des embryons bien sûr conçus in vitro dans le cadre d'une procédure d'AMP qui font plus l'objet d'un projet parental. Parce qu'effectivement, cette possibilité d'expérimenter sur l'embryon humain nous renvoie à une question un peu fondamentale du statut, alors biologique bien sûr, mais aussi juridique et bien entendu éthique de cet embryon, et avec une association entre ces différentes facettes de ce statut de l'embryon. Pour le biologiste, il est impossible de dater précisément le début de la vie, puisqu'il s'agit d'une sorte d'un continuum, du stade des gamètes au stade embryonnaire, au stade fœtal et jusqu'à la naissance. On est dans un processus d'ontogenèse. Dire quand se constitue un nouvel être humain, c'est assez difficile. Alors, en temps un peu technique, quand les deux noyaux du spermatozoïde d'un côté et de l'ovocyte de l'autre sont réunis au sein de l'ovocyte, ce qu'on appelle le stade zygote ou de l'œuf fécondé,
on peut penser, c'est peut-être la définition la plus consensuelle, que on a un nouvel être qui s'est constitué et qui pourra donc, c'est la cellule initiale de l'embryon nouvellement formé, qui va ensuite se développer par des divisions successives et bien sûr des différenciations de plus en plus complexes. Mais certains ont dit, les Anglais par exemple, ont dit, après tout, on peut peut-être parler de stade pré-implantatoire, parce que tant que l'embryon n'est pas implanté dans la muqueuse utérine, il a une sorte de vie propre, c'est très relatif, parce qu'il vit en interaction avec l'environnement, hein, mais on peut le cultiver in vitro jusqu'à ce stade de une semaine en gros après la fécondation. Donc les Anglais avaient tenté de faire une distinction entre l'embryon pré-implantatoire, sur lequel on aurait pu travailler, expérimentalement j'entends, et l'embryon post-implantatoire, sur lequel il est bien sûr devenu impossible de travailler. Puis cette distinction, on n'a pas vraiment pris. On avait parlé de pré-embryon, on a trouvé que ce n'était pas une bonne définition. Et on voit un peu l'anthropomorphisme. Certains ont dit, c'est la plaque neurale. Pourquoi la plaque neurale qui apparaît au 18e jour dans l'espèce humaine, 3e semaine, donc, parce que c'est le début du système nerveux. Est-ce que c'est le système nerveux qui fait un être humain? Une plaque neurale, on va la trouver aussi dans l'embryon de xénopes, de grenouilles, de batraciens, tous les vertébrés ont une plaque neurale à un moment donné. Et bien entendu, une plaque neurale à 18 jours, c'est des cellules qui sont totalement indifférenciées. Donc, on a eu beaucoup de mal à définir cette notion de début de la vie. Et c'est vrai que juste une seule image ici, vous voyez que vous avez un ovocyte, ici trois types d'ovocytes, peu importe, et puis là, vous avez ce fameux stade du zygote, avec les deux pronoyaux. On ne peut pas les définir, le masculin, le féminin, celui qui vient du spermatozoïde et celui qui vient de l'ovocyte, ou l'inverse, je ne sais pas, ils sont très identiques. Est-ce que là, à partir de là, on ne doit plus pouvoir toucher à l'embryon, tandis que là, on pourrait y toucher, enfin, à cette cellule, qui est déjà un embryon, mais encore un stade très rudimentaire, donc on voit bien qu'on est dans des notions de représentation. Puis là, vous avez un embryon clivé à 4 cellules, 2 jours plus tard. Alors, la loi, effectivement, je ne vais pas m'avancer sur le terrain juridique, mais c'est intéressant de voir que la loi n'a pas tranché entre ce qui fait le socle de notre système de la loi française, dérivée du droit romain, du droit français, pardon, dérivé du droit romain, qui considère une situation binaire, a priori très simple. Il y a les personnes, et puis il y a tout ce qui n'est pas personne, c'est les objets. Et l'esprit de la loi, c'est de ne pas considérer l'embryon quand même comme une personne, parce que ça irait très loin. Et le fœtus, on peut le rappeler, n'est pas considéré comme une personne. Si, malencontreusement, à la suite d'un diagnostic prénatal, d'un geste de ponction amniotique, par exemple, il y a un arrêt du développement fœtal, et ça arrive dans les meilleures équipes, tout à fait indépendamment de la compétence, il n'y a aucune faute technique, de la compétence donc du médecin qui a fait le geste, eh bien, heureusement, ce n'est pas considéré comme un homicide involontaire. Alors, l'embryon, ça serait quand même étonnant. Mais du coup, la loi a essayé quand même de protéger cet embryon pour éviter sa réification, considéré justement comme une chose, tout en, quand même, ne le considérant pas comme une personne humaine immédiate, au sens de la loi, au sens juridique. Et le Conseil d'éthique national avait parlé d'être en devenir. C'est assez joli comme concept, mais qui n'arrange pas les législateurs souvent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait dépendre du statut de l'embryon du projet parental des géniteurs. En effet, lorsque ce projet est maintenu, l'embryon est très protégé. Je donne un simple exemple. Quand un couple vient chez nous pour demander le transfert de ses embryons, de leurs embryons congelés, le couple doit venir en personne, et les deux membres du couple. La femme, on le comprend bien, c'est elle qui va voir le transfert. Mais l'homme ne peut pas simplement déléguer à sa femme ou à sa compagne cette responsabilité. Ils doivent être là physiquement, présents et consentants. Et si par exemple il y a séparation du couple, même si les deux personnes étaient d'accord, ça m'est arrivé d'en voir en consultation, il ne peut pas y avoir transfert de l'embryon à la femme forcément. Même si l'homme disait après tout je suis d'accord pour cela, on s'est séparés, mais ma femme veut le transfert de ses embryons, l'embryon là ne pourra plus être transféré. Donc il a une grosse protection. Et puis en revanche, à partir du moment où
il n'y a plus de projet parental, bien c'est vrai qu'actuellement la loi le considère comme, j'exagère un peu, mais un matériau de recherche ou un vivier de cellules, avec toutes les précautions, comme je vous l'ai dit, par rapport aux demandes d'autorisation. Alors c'est vrai que si on est très pragmatique, hein, l'éthique anglo-saxonne est traditionnellement considérée comme utilitariste, eh bien c'est un peu l'éthique anglo-saxonne. Là c'est vrai que puisqu'il n'y a pas d'avenir possible pour l'embryon, en dehors du projet parental, pourquoi ne pas l'utiliser pour la recherche à partir du moment où c'est le souhait ou l'accord du couple, bien entendu. Mais on peut aussi considérer que l'embryon est une personne humaine potentielle qui doit être protégée indépendamment du projet des géniteurs. C'est par exemple le courant chrétien qui va dans ce sens. Deux petites dernières choses. Une question délicate, c'est l'insémination ou le transfert d'embryons post-mortem. Alors, c'est strictement contraire à la loi, en particulier pour l'insémination post-mortem. Pour les embryons, c'est aussi interdit, mais ça a fait l'objet de discussions, parce que le Comité national d'éthique avait beaucoup discuté au cours des débats, et là on peut parler de conflit de valeurs, parce qu'il y a une réalité du projet parental dans le cas des embryons, tandis qu'on peut considérer qu'elle n'existait pas dans le cas de l'autoconservation des gamètes. Pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec ces situations, très rapidement, très simplement, on fait beaucoup d'autoconservation de gamètes, et en particulier de spermatozoïdes, lorsque un homme en âge de procréer, va subir un traitement qui va le rendre stérile, et généralement un traitement anticancéreux. Donc c'est très facile de faire des prélèvements de sperme au sécos. On congèle ce sperme, et s'il ne recouvre pas sa fertilité plus tard, si le traitement était trop agressif, eh bien, il pourra l'utiliser. Donc là, on peut le comprendre, un certain nombre de cas où l'homme décède. Tandis que le transfert d'embryons, a priori, c'est les accidents de la vie. C'est arrivé quelquefois. Accident de voiture, accident... Voilà. Et là, effectivement, ça avait été l'objet d'un grand débat, parce que c'était vraiment le conflit de valeurs. Le comité éthique disait, oui, il y avait un projet parental. Indiscutable, puisque le couple était dans une démarche du transfert de ces embryons congelés. Mais, si on se place du côté de l'enfant à naître, les deux situations, on peut considérer qu'elles ne sont pas très différentes pour lui. Il va naître orphelin de père, forcément. Et on voit bien donc les conflits de valeurs dans ces situations. Pour le moment, donc, le législateur, après beaucoup de débats, a tranché en disant que les deux situations ne sont pas permises. Et il y a une question qui est encore plus délicate et qui, dans notre propre service, souvent fait beaucoup de débats. Parce que ça nous arrive de manière non exceptionnelle, sans dire que c'est tous les jours, heureusement. C'est ce que j'ai appelé l'insémination en pré-mortem. C'est évidemment un terme qui n'est pas un terme officiel. C'est la situation d'un homme qui a fait une autoconservation de sperme avant traitement anticancéreux, qui a donc une espérance de vie de quelques mois. Alors, ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Mais les cas dont je vous parle, c'est la situation classique. Il y a une récidive. L'homme est mourant, considéré comme mourant. Et la conjointe veut un transfert, par exemple une insémination artificielle avec le sperme de son mari, avec des paillettes qu'on a congelées au sécos, pour avoir un enfant de lui avant qu'il décède. Parce qu'elle sait très bien qu'à partir du moment où il y a le décès, l'insémination, toute tentative d'AMP n'est plus autorisée. Mais tant qu'il n'est pas décédé, la loi ne s'y oppose pas. Et c'est vrai que c'est des conflits très difficiles chez nous, puisque, pour faire simple, c'est un conflit entre le principe d'autonomie, après tout c'est le couple qui choisit. Il choisit d'avoir un enfant dans ces conditions, qu'on trouve éthiquement et psychologiquement très difficiles, en pensant à l'enfant. Et puis justement, cet intérêt de l'enfant qui va naître orphelin, qui va naître avec un poids particulier, puisqu'il sera là aussi pour être en somme le représentant symbolique du père dans l'esprit de la mère. Bref, c'est des histoires très compliquées et personne n'est à l'aise dans cette situation. Alors je termine par deux choses. L'AMP, encore 5 minutes, l'AMP avec don de gamètes, elle a vraiment bouleversé les concepts de filiation. Je vais aller très vite là aussi, mais on en discute de nouveau. Alors, avant l'AMP, il n'y avait pas de problème. La filiation biologique, c'était la filiation socio-affective. En tout cas, c'était la même chose. Maintenant,
en particulier avec l'AMP, même la situation de la femme, elle peut accoucher en n'étant pas la mère biologique, s'il s'agit d'un don d'ovocytes. Et du côté de l'homme, bon, les dernières statistiques, hein, parce qu'on a dit beaucoup de choses là-dessus, mais on a vraiment des statistiques qui sont claires actuellement. Au moins 4% des Français ne sont pas nés de leur père biologique. C'est indiscutable. Ça, maintenant, l'INED est catégorique. Mais bon, ça n'a jamais posé de problème. La société s'arrangeait avec ça. Ça reste dans les secrets de famille, dans les secrets de village, etc. Maintenant, au moins, officiellement, on sait qu'un enfant qui est né d'un don de sperme n'est pas de son père biologique. Un enfant qui est né d'un don d'ovocyte n'est pas de sa mère biologique. Et cette dissociation peut poser question. Alors, je voulais juste soulever une question, celle de la préservation de l'anonymat du donneur, qui peut s'opposer au droit de l'enfant à connaître ses origines. On en a beaucoup parlé avant la loi de 2011, qui était promulguée en 2011. Après différents atermoiements, le Parlement avait choisi de maintenir l'anonymat. Mais on en reparle actuellement, parce que, de nouveau, une commission actuellement a été mise en place sous la présidence d'une sociologue, Irène Théry, qui a beaucoup travaillé sur la famille, mais qui est très opposée au maintien de l'anonymat, alors que les sécos, je ne le cache pas, en ayant considéré l'ensemble de la question, on pense qu'il vaut mieux prélever l'anonymat, et donc cette commission doit rendre un rapport très rapidement à la mi-décembre. On ne sait pas ce qu'il va en dire, et il est tout à fait possible que cette question soit remise à l'ordre du jour avec la loi sur la famille dont je parlais tout à l'heure en 2014. Alors bon, c'est un peu rapide, je vais aller vite, mais si on veut regarder simplement la dernière phrase, l'effet pervers, si la loi sur l'anonymat est changée, si un enfant peut connaître ses origines à sa majorité, 20 ans plus tard, enfin 18 ans plus tard, c'est que les parents vont cacher majoritairement leurs enfants l'origine de la conception, alors qu'on pense, et c'est nos psychologues qui le pensent, et j'en suis personnellement de plus en plus convaincu, que le secret de cette conception est très délétère, et qu'il vaut bien mieux, et les enfants, toute la famille se porte bien mieux quand on a dit à l'enfant très rapidement qu'il était issu d'un don de gamètes. Et le problème du recrutement des donneuses. Quelle solution? C'est difficile de retrouver des donneuses d'ovocytes parce que c'est très lourd comme procédure. C'est une fécondation in vitro classique. Et de ce fait, même s'il y a un altruisme, une solidarité féminine qui est indiscutable, peut-être plus que chez les hommes, donneurs de sperme, là, la lourdeur du processus en effraie plus d'une et c'est tout à fait compréhensible. Alors, est-ce qu'on a supprimé l'obligation d'avoir procréé pour être donneur de gamètes, en se disant que sur une recommandation de l'IGAS, qui a vu en Espagne les résultats. En Espagne, le don d'ovocytes est une véritable industrie. Beaucoup de femmes, même encore actuellement, françaises, vont en Espagne pour un don d'ovocytes parce que des donneuses, on en trouve sans problème. Alors, est-ce que les donneuses espagnoles seraient tellement plus altruistes que les donneuses françaises? C'est pas du tout dit. Parce qu'elles ne sont peut-être pas payées, mais elles sont dédommagées. Elles sont dédommagées à hauteur de 1 000 € à peu près. Et 1 000 € pour une jeune fille, parce que les donneuses d'ovocytes en Espagne ont entre 20 et 25 ans pour la plupart, ce sont donc, on peut dire, de très jeunes femmes. Les donneuses qui sont recrutées majoritairement parmi les étudiantes, mais pas exclusivement, puisque c'est souvent dans les grands centres où il y a des facultés de médecine et d'autres facultés, où ce don d'ovocytes est pratiqué à large échelle, à Barcelone, Valence, etc. Bien, en fait, une enquête récente, qui a au moins le mérite de l'honnêteté de l'organisme européen, de l'ECHRE, enquête sur les motivations des receveuses, enquête faite chez ces donneuses, excusez-moi, ces jeunes donneuses, ont montré que la motivation principale, c'était quand même la petite contribution financière, le dédommagement, entre guillemets. Pour certaines, c'est un petit salaire. Et vous voyez que là, on est bien dans la limite de l'éthique, du mercantilisme, etc.
Mais que la situation n'est pas simple, parce que est-ce que c'est éthique aussi, actuellement, que des femmes, seules les femmes qui ont quand même des moyens, c'est 5-6 000 euros, hein, peuvent aller en Espagne alors que les pauvres ne pourront pas. Et c'est là qu'on se rend compte que ces situations sont relativement difficiles. Et je termine par l'AMP, la tentation de l'eugénisme. Ça, c'est un vieux débat. On nous a souvent dit que l'AMP, et surtout l'AMP avec don, on allait rentrer dans l'eugénisme. Alors, par exemple, pour les donneurs et donneuses, en France, au SECOS, on ne les sélectionne que sur la base d'un examen, un interrogatoire génétique, pour savoir s'il n'y a pas des maladies congénitales qui pourraient être perpétuées par le don, transmises par le don. Mais en fait, on a des critères extrêmement simples et aucun critère social en particulier, le niveau d'études, etc., comme c'est pratiqué aux États-Unis et dans une banque au Danemark. Donc il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi une banque au Danemark qui inonde les professionnels, même français, en disant « Nous savons que chez vous, vous ne pratiquez pas de sélection des donneurs, mais si vous avez un couple qui veut un donneur musicien ou un donneur sportif ou un donneur qui a un haut niveau d'études, venez chez nous, on a ce qu'il faut dans nos banques, dans notre catalogue. » Alors c'était il n'y a pas que j'ai emprunté à Pierre Joannet, c'est l'enfant des rêves, l'enfant diplômé de Harvard, grand musicien, grand peintre, etc., etc. Et puis, et ça c'est une véritable offre aux États-Unis, Spelling Bank offers celebrity look-alike donors, et vous voyez ici des photos d'hommes célèbres. Alors c'est pas eux qui donnent, mais on leur a trouvé des sosies. Je vous garantis que c'est vrai. Donc vous pouvez avoir un sosie de Tom Cruise ou de... Enfin voilà, tous ces acteurs. Et pour terminer, le diagnostic préimplantatoire. J'ai trouvé que c'était intéressant sur le plan éthique. En théorie, c'est donc un diagnostic, on pourrait dire prénatal, ultra précoce. Certains l'ont dit ça, un équivalent. Il permet la recherche de tares génétiques ou de facteurs prédisposant à différentes maladies en prenant une cellule d'un embryon à 3 jours, il y en a 8, on en prélève une, on fait le diagnostic génétique. En France, très clairement, il n'est autorisé que pour la recherche d'une mutation ou d'une délétion ou d'une anomalie chromosomique connue au préalable. Susceptible d'entraîner une maladie, c'est la loi d'une particulière gravité. Il s'agissait d'un daltonisme, par exemple, bon, on ne va pas dire que c'est quand même d'une particulière gravité. Est-ce qu'il est légitime de l'associer, par exemple, au dépistage de la trisomie 21, s'il existe des facteurs de risque, si la mère a au-delà de 37 ans? Le CCNE, le Comité national, avait donné un avis favorable, mais certains se sont dit avec raison, pourquoi à ce moment-là c'est limité à la trisomie 21? Et attention, vous mettez le doigt sur une pente dangereuse, parce que on peut maintenant diagnostiquer beaucoup de maladies avec les progrès de la génétique moléculaire. Et puis la question des limites, toujours, on y revient toujours à ces limites, ça demeure. Est-ce que le dépistage d'une prédisposition génétique à une maladie grave ou moins grave, cancer du sein, cancer du côlon, doit être réalisé? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Est-ce qu'il va falloir éliminer des embryons parce que, au motif que, par exemple, si ils sont porteurs d'anomalies, et s'il s'agit d'une future femme, à 35 ans, elle aura un risque de développer un cancer du sein? Un exemple. Et bien sûr, le bébé médicament qu'on a appelé le bébé du double espoir, c'est plus joli. Bébé médicament, c'est pas très joli, c'est vrai. Vous connaissez le principe, et le problème éthique, là, je trouve intéressant, parce qu'on va sélectionner un embryon, pas simplement sur la base d'une absence d'anomalie génétique, c'est-à-dire pas pour son bénéfice, au sens éthique du terme, mais pour le bénéfice d'un frère ou une sœur malade en prélevant son sang de cordon à condition qu'il soit compatible. Ça veut dire qu'on va éliminer des embryons qui seraient normaux sur ce plan génétique, mais qui ne seraient pas compatibles avec justement avec le système HLA du frère ou de la sœur malade. Et la question éthique, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun bénéfice pour l'enfant, et que quelque part, en poussant un peu le bouchon, on valide la conception in vitro d'embryons humains des fins thérapeutiques. Et bien sûr, je termine par des dérives, celles-là qui nous font du tort, je trouve, à l'AMP. Il y a des mélanges de genre et de conception. On est dans le transgenre, là, et voilà une femme qui s'est fait transformer en homme, on est dans le transsexualisme, mais qui a gardé ses ovaires, et que sa femme ne pouvant pas porter un enfant, qui s'est mariée avec une femme qui ne pouvait pas porter d'enfant, elle a dit, bah, c'est pas grave, moi je vais le porter.
Et c'est pas un trucage de la photo, il est vraiment sain, puisque c'est une femme au départ qui a gardé ses ovaires et son utérus, mais vous voyez qu'elle est encore, il est devenu très virilisé. Et le voilà avec son deuxième enfant, parce qu'il en a fait 3. Et voilà la famille unie, avec un homme qui était une femme, qui était enceinte, tout en étant barbu et androgénisé. Et l'histoire s'est mal finie parce qu'il était victime de violences conjugales, un excès de testostérone substitutive, et on lui a retiré la garde des enfants. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Mais vous voyez, ce genre, je l'ai mis juste pour l'exemple, c'est quand même vraiment l'arbre qui cache la forêt. Alors voilà, de nombreuses questions demeurent, et c'est vraiment ma dernière diapo. Est-ce que le cadre strict des conditions d'accès à l'AMP fixé par la loi est compatible avec l'évolution de la société? On voit tous ce qu'il en est. Est-ce qu'il faut autoriser la GPA au titre de la compassion? Est-ce que dans le cadre du don de gamètes, l'anonymat des donneurs doit continuer à être préservé avec le conflit du droit des enfants à connaître leurs origines? Est-ce que la suppression du régime dérogatoire concernant la recherche sur l'embryon est sans risque? Personnellement, je pense qu'il n'y en a pas plus qu'avant, mais c'est personnel. Est-ce qu'il faut étendre les indications du DPI? Jusqu'où peut-on aller sans tomber dans l'eugénisme? Et autres questions, je vous remercie de votre attention.